Et ouais, notez bien les dates. Vendredi et samedi soir, 2 représentations de l'Opéra Carmen seront données sur la scène de l'Ancre à Cayenne, soirée organisée dans le cadre des Voix des Outre-mer. Le concours qui, depuis 2017, révèle et met en lumière les talents lyriques originaires des territoires ultramarins. Après avoir été donné en Martinique, puis à la Réunion et en Guadeloupe, Carmen arrive donc en Guyane dans une version interprétée par des talents guyanais. Citons Marguerite Berger, Véronica Nugent, Oksana Mesmin, la dernière gagnante de la finale locale du concours Voix des Outre-mer, c'était ce week-end. Et puis dans le rôle de Carmen, Marie-Laure Garnier, notre invitée de ce matin, bonjour. Bonjour Victor. Et bienvenue sur Radio Pays, Marie-Laure Garnier. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation pour parler donc de ces 2 représentations qui seront données cette semaine en Guyane de Carmen, donc l'opéra français le plus joué au monde encore aujourd'hui, avec une direction artistique assurée par Julien Leleu et la narration de Fabrice Di Falco. Qu'est-ce qu'il représentait pour vous, Marie-Laure Garnier, cet opéra et ce rôle particulier de Carmen? Je vous ai entendu dire dans une interview que vous aviez donnée il y a quelques mois que vous souhaitiez l'interpréter mais que vous ne pensiez pas pouvoir le faire un jour. Absolument, c'est un rôle que j'ai toujours regardé un peu du coin de l'œil. Je trouve que cette femme, ce personnage de Carmen est une femme de caractère, oui, qui sait absolument ce qu'elle veut et ce qu'elle ne veut pas. Et je trouve que ça me caractérise assez bien. Du caractère et beaucoup de tempérament. Il en faut, du coup, c'est obligatoire pour être une Carmen digne de ce nom. Absolument. Et puis avec le travail et puis l'expérience que j'ai acquise depuis les quelques années sur les scènes, ce qui est intéressant dans ce travail, c'est évidemment de dessiner les contours d'un personnage, oui, mais également de définir aussi des subtilités. Cette Carmen, elle n'est pas juste une femme qui tombe amoureuse de qui veut bien ou qui ne veut pas. Oui. Bien au contraire, elle va au-delà de ça. Quand elle rencontre Don José, on voit que c'est un amour sincère et c'est un amour unique. Et c'est précisément parce que Don José, lui, ne sait pas très bien ce qu'il veut. Il est tiraillé entre Micaëla, dont sa mère voudrait qu'il l'épouse. Il s'est engagé à l'armée et il sent toujours l'appel qui le retient, alors que Carmen lui propose la vie, oui, libre, de vivre ce qu'il veut, de vivre ce qu'il a à vivre en réalité. Et c'est pourquoi Carmen se refuse à lui et lui dit très clairement « Non, je ne t'aime plus ». Est-ce que vous vous souvenez de la première fois que vous avez entendu Carmen et que vous vous êtes dit un jour j'aimerais moi aussi l'être sur scène pour l'interpréter? J'étais adolescente, ouais, effectivement. Et moi j'écoutais énormément de disques. Donc j'ai des enregistrements de Jessye Norman, de plein d'autres chanteuses dans l'oreille. Et c'est vrai que en les entendant, je me disais mais ça a l'air tellement savoureux de chanter cette musique que voilà, j'y suis aujourd'hui. Finalement, j'ai dû inconsciemment le vouloir tellement fort que aujourd'hui ça se présente et c'est le bon moment pour moi d'aborder ce rôle qui est en réalité un rôle qui va progresser, qui va mûrir avec le temps et que je suis très heureuse de pouvoir chanter plusieurs fois avec les Voix des Outre-mer. Mais alors si ça fait si longtemps que vous aviez Carmen en tête, pour quelle raison, Marie-Laure Garnier, pendant très longtemps vous vous disiez que ce moment n'arriverait jamais? Parfois on a des perceptions qui sont, ouais, pas toujours... elles sont pas toujours très justes. Oui. La voix, c'est un instrument particulier puisque nous avons tous un instrument singulier. Aucune autre personne ne peut chanter avec notre voix. Donc, il faut d'abord connaître sa voix. Il faut en connaître toutes les possibilités. Et c'est précisément le travail que nous faisons dans le cadre des classes de chant au conservatoire. Et c'est également ce que permettent les Voix des Outre-mer pour tous ceux qui viennent à eux, découvrir leur voix, découvrir comment placer sa voix, comment respirer, comment chanter, comment exprimer des émotions. Et on l'a vu avec Oksana samedi soir, à quel point, petit à petit, le travail se fait, la voix mûrit, et puis l'expérience de vie vient se mettre au service de la musique. Et pour le coup, je peux mentionner, puisque j'étais présente dans la salle, elle a fait une très très belle performance, une très belle
une très belle interprétation et ça donne envie de voir les prochains talents qui se présenteront l'année prochaine. On reviendra évidemment sur le concours Voix des Outre-mer qui maintenant, année après année, finalement se consolide et arrive à se faire une place de plus importante. J'aimerais revenir sur un détail que vous nous avez dit, Marie-Laure Garnier, sur la voix. Est-ce que vous connaissez bien aujourd'hui votre voix ou bien il y a encore des subtilités que vous découvrez en travaillant peu à peu? Alors, je crois que je connais bien ma voix maintenant. Je sais ce dont elle est capable, j'en connais également les limites, je sais également les points sur lesquels je peux continuer de travailler et ça va progresser et évoluer toute ma vie parce qu'une voix, c'est un instrument qui est interne et qui est intrinsèque à la santé, à la forme, à la disponibilité de notre corps. Oui. Donc c'est une des raisons pour lesquelles on travaille aussi fort et on essaye d'avoir une qualité de vie qui soit optimale, ce qui n'empêche pas de faire la fête, ce qui n'empêche pas de faire ce qui nous fait plaisir. Mais effectivement, il y a un certain nombre de paramètres qui vont nous permettre d'avoir une voix disponible, en bonne santé. Et l'enjeu, quand on fait ce métier, c'est d'avoir une vocalité optimale le plus longtemps possible. Il y a une peur qui revient assez régulièrement de perdre sa voix comme ça du jour au lendemain, ou bien on n'y pense pas et on continue de foncer tout droit? Personnellement, j'avoue que j'ai pas peur de perdre ma voix, mais par contre, je suis très attentive à ce que je fais au quotidien pour la préserver, pour la ménager en fonction des événements qui viennent, notamment les concerts, le dosage entre le temps de parole et le temps de répétition en vue des échéances. C'est vrai que c'est une chose à laquelle je fais beaucoup attention. Je sais que de temps en temps, je vais peut-être un peu au-delà de mes limites parce que derrière, je sais que je vais avoir du temps pour me reposer. D'accord. Donc, tout est un peu... comme un sportif en fait finalement. Avec beaucoup de conscience. Oui, nous sommes des sportifs de haut niveau, même si on a l'impression que chanter c'est très facile. Évidemment, tout le monde peut chanter, mais en faire son métier, c'est encore une étape au-dessus. Pour revenir sur le rôle de Carmen, Marie-Laure Garnier, vous êtes une soprano. D'habitude, pour ne pas dire quasiment tout le temps, le rôle titre de Carmen est confié à une mezzo-soprano. Déjà, c'est quoi la différence entre les deux ? Alors, je dirais que ce sont les tessitures. Donc, la tessiture, c'est l'écart entre la note la plus grave et la note la plus aiguë. Mais en réalité, si on regarde bien la multitude de soprano et de mezzo qui sont sur les scènes, on voit bien qu'en fait, la tessiture est assez proche. Donc, c'est pas qu'une question de tessiture, mais c'est également une question de couleur vocale, de timbre et puis de personnalité. Clairement, cette Carmen, c'est une femme impétueuse. Donc, on a besoin d'avoir une femme qui ait du caractère sur scène. On va rappeler dans les grandes lignes l'histoire de Carmen. Donc, c'est un opéra comique en 4 actes qui se passe en Espagne, à Séville, au début du 19e siècle. C'est une histoire d'amour, de trahison, il y a de l'émotion, un crime passionnel aussi et des hors-la-loi. Et puis, il y a ce rôle donc de Carmen qu'on décrit, qu'on présente assez souvent comme une bohémienne avec un tempérament de feu. C'est qui votre Carmen, Marie-Laure Garnier, finalement ? Eh bien, ma Carmen, c'est une femme potomitan, c'est une femme créole, c'est une matador. Elle a déjà une situation. Elle est connue pour être une femme respectée. Et cette femme, effectivement, elle évolue dans cette société. Elle a compris beaucoup de choses. Elle a une très grande sagesse, une très grande intégrité. Voilà. Et encore une fois, parce qu'elle sait ce qu'elle veut, elle avance dans la vie avec une certaine confiance. Oui. Voilà. Et je pense que... C'est un personnage ambivalent aussi, c'est quelque chose qui revient assez régulièrement. C'est un personnage ambivalent, mais dans cette version de Carmen, je pense qu'avec Julien Leleu, on a voulu donner un socle, le socle de la femme créole, le socle de la femme qui porte les autres. Et puis, je pense que, sans parler d'ambivalence, on sent que de temps en temps, Carmen, elle se laisse happer par ses propres émotions de femme amoureuse qui est séduite d'un coup par cet homme qui... C'est un coup de foudre, en réalité, mais c'est un coup de foudre extrêmement intense, immédiatement. À chaque fois qu'ils se regardent,
ils sentent qu'il se joue quelque chose entre eux. Et c'est ce qu'on a envie de voir entre ces deux personnages. Et c'est justement parce qu'il y a ces moments où on sent qu'il y a beaucoup de tendresse et de complicité intense entre eux, que plus tard, au fil de l'opéra, on sent que la tension des égos est extrêmement forte. Et c'est ce qui conduira Don José à avoir ce geste malheureux vis-à-vis de Carmen. Vous l'aimez ce personnage, ça se voit, ça se sent finalement dans la manière que vous avez d'en parler. Ouais. J'ai cru comprendre que c'était aussi une interprétation qui était assez difficile. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Être Carmen, ça demande une énergie et puis un travail sur la voix qui est pas forcément donné à tout le monde. Oui, effectivement, c'est un rôle qui est long. Donc ça veut dire qu'il demande de l'endurance. Je dirais au-delà de ça que c'est une vocalité très longue, c'est-à-dire que les notes vont du grave vers l'aigu très haut, et tout ça doit être très solide. Donc il faut une voix quand même bien ancrée, bien travaillée, et surtout avoir la capacité de gérer son énergie d'un bout à l'autre sans se cramer. Moi, ce que j'aime dans cette Carmen, évidemment, on connaît tous la habanera, mais il y a également la seguedille qui est beaucoup plus volubile. On sent la sensualité de ce personnage. Et puis, dans les duos avec Don José, on sent énormément d'intensité. Et avec Escamillo, on sent quelque chose de plus... oui, on sent le flirt. Voilà, donc toutes ces caractéristiques que je viens d'évoquer, pour moi, c'est ce qui fait la richesse de ce personnage et également la diversité dans la vocalité de ce personnage. Alors, je le disais en introduction, à la base, cette version Voix des Outre-mer de Carmen a été donnée pour la première fois en Martinique dans les ruines du théâtre de Saint-Pierre. C'était l'an dernier au mois de décembre 2023. C'est quoi le souvenir, Marie-Laure Garnier, que vous gardez de cette grande première il y a un an? Eh bien, c'était donc dans le cadre du festival Filao. Oui. Et moi, je suis arrivée avec beaucoup d'excitation, parce que ce serait effectivement la prise de rôle. C'est beaucoup d'excitation et en même temps beaucoup d'appréhension, parce qu'il y a beaucoup d'informations à engranger assez rapidement. Pour moi, c'était un challenge également de chanter en plein air. C'est un opéra, comme j'ai dit, qui est assez exigeant. Carmen, elle est quasiment tout le temps sur scène. Et il faut pas s'abîmer, quoi. Sachant qu'on jouait 3 soirs de suite, il y avait toute une conscience à développer autour de ça et tellement de plaisir de partager cette expérience avec les autres voix des Outre-mer, qui étaient donc majoritairement martiniquaises à ce moment-là. Voilà, C'est intimidant d'ailleurs d'interpréter un rôle pareil quand on sait les grandes voix dans le passé qui l'ont déjà interprété. Je dirais pas que c'est intimidant, je dirais que c'est challengeant. C'est-à-dire qu'il faut trouver sa Carmen. Et là, je suis contente que pour une première Carmen, ce soit une Carmen créole. Voilà, donc je remercie vraiment Fabrice Di Falco et Julien Leleu d'avoir eu cette idée brillante, parce qu'en fait, elle permet de montrer que dans les Outre-mer, on a énormément de belles voix et que... dès à présent, quand bien même ces voix elles vont progresser, elles vont mûrir, elles sont déjà capables d'aborder le répertoire lyrique, elles sont déjà capables d'exprimer beaucoup de belles choses, de faire entendre leur voix, et puis d'amener le public ultramarin, que ce soit en Guyane, aux Antilles, à La Réunion, à Mayotte, d'amener ce public à découvrir ce répertoire lyrique qu'on n'a pas beaucoup l'habitude d'entendre ici. Mais je sens également que le fait que ces chanteurs soient présents, ça permet au public de répondre favorablement présent, mais d'adhérer également. De dire, mais finalement, je pensais que j'aimais pas ça, puis en fait, c'est super. C'est quelque chose que vous entendez souvent, finalement, des personnes qui viennent vous voir en vous disant je ne pensais pas aimer l'opéra, et grâce à vous, finalement, mon avis a changé. Ça, c'est pas propre aux Outre-mer. Ouais, c'est tout le temps. C'est un peu partout. Moi, ça m'est arrivé de donner des concerts en métropole et d'entendre, en fait, j'aime pas trop l'opéra, mais avec ce que je viens d'entendre lors de votre récital, je pense que j'écouterai beaucoup plus dorénavant, je serai plus curieux. D'où il vient d'ailleurs ce discours? Les raisons pour lesquelles aujourd'hui énormément de personnes regardent l'opéra en se disant c'est pas pour moi, c'est quelque chose de vieux et de trop lointain de ce que je suis? Je pense que ça paraît comme étant une discipline très élitiste, réservée à une certaine classe sociale, mais en fait c'est un
ça a peut-être été une vérité à un moment donné, mais ça ne l'est plus. Oui. On le voit bien, l'opéra se déplace, l'opéra va même là où il n'y a pas de piano parfois. On fait venir des pianos où on trouve des astuces avec des quatuors à cordes. Voilà, on trouve des astuces pour amener l'opéra un peu partout. Et c'est bien que dans les Outre-mer, l'opéra arrive par ce biais-là. C'est-à-dire qu'il arrive avec sa forme concertante ou mise en scène, ou les deux, voilà. Mais il arrive par les locaux. Voilà, ça donne du poids à cette démarche, ça lui donne de la consistance et surtout, ça crée de l'émulation et j'espère que ça fera des émules et que de plus en plus de personnes auront la curiosité d'aller à la rencontre de leur voix ou de leur voix lyrique et que, voilà, de plus en plus, les jeunes voudront se former à cette discipline et que de plus en plus d'ultramarins seront sur les scènes nationales et internationales. Vous me disiez juste avant d'entrer en studio que finalement ces spectacles qui seront donnés ces prochains jours, c'était en quelque sorte une vitrine de ce que la Guyane était capable Absolument. de faire. C'est quoi le regard que vous avez, vous, Marie-Laure Garnier, maintenant que vous êtes bien installée finalement dans ce monde de l'opéra-là, le regard que vous avez sur ces jeunes Guyanaises, ces jeunes Guyanais qui débutent. On a parlé du concours Voix des Outre-mer, mais il y a de plus en plus d'autres démarches qui sont mises en place. Absolument. Qu'est-ce que vous pensez finalement de cette dynamique dans laquelle on semble être ici en Guyane, mais dans tous les autres territoires d'outre-mer? Eh bien, je crois que le terme dynamique est tout à fait pertinent, c'est-à-dire que on sent que, d'une part, le chant a toujours été dans nos sociétés ultramarines quelque chose de très ancré. Ça fait partie de notre identité, de notre culture, et c'est important de conserver cette dimension culturelle, cette dimension folklorique, je dirais même. Oui. Et en fait, ce que je ressens et qui est vraiment très galvanisant, c'est de sentir que les énergies diverses et variées, les chorales, les conservatoires, les écoles de musique, les associations, les chœurs liturgiques, les chœurs d'église, d'assemblées, vraiment déploient énormément d'énergie pour développer le chant en Guyane, dans les Outre-mer, développer la qualité. Moi, je suis régulièrement appelée pour faire des masterclass. Là, il y a pas très longtemps, j'étais avec le chœur de Nicole Pronzola. Avant ça, j'étais au centre Zipoli. Je sens bien que voilà, il y a quelque chose qui se passe. On est dans une forme de, j'ose pas dire de gestation parce qu'il y a déjà beaucoup de choses qui ont éclos. Ça se structure peu à peu. Mais ça se structure et je dirais même que je sens une synergie. Ouais. Et ça, c'est très beau. Pour moi, je le sens d'une façon extrêmement puissante parce que le chant progresse, la qualité du chant progresse, les possibilités, les rencontres, les associations, les collaborations font que quelque chose de grand, de puissant, de beau, de fort se prépare et que ça va émerger d'une façon encore plus grande, encore plus belle dans très peu de temps. Je le rappelle pour tout le monde, vous aviez remporté en 2019 le concours Voix des Outre-mer. Est-ce que vous assumez et surtout est-ce que vous êtes consciente de devenir aussi un exemple de réussite pour des jeunes hommes, des jeunes femmes ici en Guyane ou ailleurs d'ailleurs qui auraient envie de se lancer et de suivre finalement votre parcours? J'espère effectivement que l'exemple de ce parcours, mais également d'autres parcours vont susciter des vocations. Oui. Ça, c'est sûr. Mais je pense que voilà, il y a pas que mon parcours. Par exemple, on peut mentionner Véronica Nugent, qui est également lauréate du concours, qui elle a été diplômée au Conservatoire de Guyane et qui, dans la foulée, commence à enseigner à son échelle. Donc, elle aussi, elle va progresser et elle aussi, elle va susciter des vocations parce que elle est sur le terrain. J'ai envie de dire, elle est au cœur de l'action. Moi, je l'ai observée, je l'ai entendue, on a beaucoup discuté. C'est vraiment une femme pleine de richesse qui détient déjà de belles compétences qui vont encore progresser avec l'expérience. Mais en tout cas, je suis très, très heureuse de voir comment elle évolue. Et puis, encore une fois, quand on est lauréate du concours Voix des Outre-mer, on appartient à une famille. Et c'est une très belle et grande famille. Et qui grandit année après année. Qui grandit d'année en année. Et je crois que
le socle de cette famille, c'est Fabrice Falco et Julien Leleu, qui sont d'un soutien indéfectible. Les deux pères de famille. Absolument. Il y a un parrainage, il y a une filiation, et on sent que vraiment, ils sont attentifs à chacun de nous et qu'ils apportent un accompagnement qui est propre à chacun en fonction du caractère, en fonction de la voix, en fonction de l'esthétique. Ouais. Évidemment, là, nous sommes dans le cadre d'une production lyrique, mais il y a des chanteurs qui ne sont pas spécialisés dans le chant lyrique, qui vont vers la comédie musicale, qui vont vers la variété. Et malgré tout, en fait, Fabrice Falco et Julien Leleu les accompagnent. Ils leur présentent à des pairs dans leur discipline. Et on a précisément besoin de ça. Ce mentorat qu'ils effectuent, il est précieux. Et au-delà de ça, ils accompagnent tous les chanteurs dans un réseau qui va leur permettre également d'évoluer à leur tour dans ce monde professionnel. D'ailleurs, sur le concours Voix des Outre-mer en tant que tel, Marie-Laure Garnier, est-ce que vous avez l'impression qu'il a gagné et qu'il gagne peu à peu en reconnaissance de la part du monde de l'opéra finalement et de l'Hexagone de manière générale? On regarde ce que le concours fait avec peut-être un petit peu plus d'attention qu'auparavant et on regarde on considère que c'est moins anormal entre guillemets qu'un ultramarin ou qu'une ultramarine arrive comme ça à avoir une carrière dans le monde de l'opéra. Alors, tout d'abord, je pense effectivement que ce concours a une vraie raison d'être et que le succès qu'il emporte est absolument mérité. Hein, c'est une reconnaissance large du milieu, c'est une reconnaissance large au niveau des ultramarins eux-mêmes. Je pense que c'est important quand même de mentionner toutes les personnes qui soutiennent ce concours, qui en parlent, qui en font la promotion. Et puis, je pense que le concours montre qu'il existe des potentiels à exploiter. Et c'est un axe qui est très important également, c'est l'axe de formation. On n'arrive pas à faire une carrière quand on n'est pas formé. On peut avoir beaucoup de potentiel, talent, une voix magnifique, mais en fait, on le voit, par exemple, Livia Louis-Joseph Doguet, quand elle a passé le concours, je crois qu'elle avait 16 ans, donc elle était très jeune. Elle avait déjà une voix en or. Et on voit à quel point elle a progressé, puisqu'elle a été finaliste au concours Voix de Moselle, qui est le plus grand concours en France de chant lyrique. Ouais. Donc, de 16 ans à aujourd'hui, elle n'est pas restée... C'est des heures de travail tous les jours pour arriver à peaufiner finalement son talent. On ne peut pas, quand bien même on a un joyau dans la voix, on ne peut pas juste se reposer sur ses acquis ou sur son potentiel. Il faut beaucoup travailler. Et donc, pour ce faire, évidemment, il faut avoir des personnes qui nous accompagnent, qui comprennent notre voix, qui comprennent notre projet également, et qui nous accompagnent avec la plus haute bienveillance et la plus haute pertinence. Pour revenir à Carmen, Marie-Laure Garnier, il y a eu des adaptations, on va dire, donc de l'opéra pour en faire un spectacle, c'est ce que vous me disiez tout à l'heure, avec une couleur, une empreinte martiniquaise, guadeloupéenne, réunionnaise et puis maintenant guyanaise. Il y a quoi de différent dans cette version-là finalement, dans ce que vous allez proposer aux spectateurs qui viendront vendredi et samedi soir? Il y a nous. Oui, déjà, c'est pas mal. Mais c'est l'essence même du spectacle. C'est une distribution quasiment à 100% guyanaise. Oui, à l'exception de Kevin Amiel, qui est toulousain, mais il n'y a que des Guyanais sur le plateau. Et donc du coup, quand on est en Martinique, on a l'accent martiniquais. Quand on est à La Réunion, on a l'accent réunionnais. Quand on est en Guyane, on a l'accent guyanais. On a les petites interjections, on a les petites références à Cayenne, on a les petites références à Kourou. On ne le retrouvera nulle part ailleurs. C'est vraiment très singulier, c'est propre à notre département. Et je pense que vraiment, c'est une idée audacieuse, mais tellement juste que de proposer un casting par département. Avec un personnage aussi qui a été créé pour l'occasion, on en parlait tout à l'heure encore une fois, le personnage du conteur créole qui est interprété par Fabrice Di Falco. Absolument. Fabrice a eu cette idée, je la trouve formidable. Parce que nous avons la culture du conte. Oui. Moi, depuis que je suis petite, j'entends des conteurs créoles et ça m'a toujours fascinée parce qu'ils ont une façon de raconter les histoires, de nous tenir en haleine et une façon également d'aller vers le public. Là, en l'occurrence, à l'opéra,
très rarement, on a quelqu'un qui prend la parole et qui s'adresse au public directement au public et qui attend même des réponses. Là, je veux pas tout raconter parce que je veux vraiment que les gens aient la surprise, même si je pense qu'au travers des quelques mots, ils ont compris ce qui va se jouer. Mais il faut venir le vivre. Il faut venir le vivre et en Martinique, nous avons eu vraiment des représentations exceptionnelles avec un public avec une très belle proximité et qui était spontané, mais comme nous dans la vraie vie. Et c'est ça aussi, cette expérience singulière de Carmen en Guyane. C'est qu'en fait, on va réagir avec nos propres habitudes de « gâtez ça, non ?» Voilà, moi, je trouve que c'est ça qui est beau, c'est ça qui est bon, et c'est ça qui est nous. Ouais. Dernière question, Marie-Laure Garnier, il y a les voix, il y a les artistes, il y a les productions locales qui sont faites, et puis il y a le public aussi, on en a dit quelques mots. Tous les artistes qu'on interroge à ce même micro, artistes d'opéra qui viennent, il y en a de plus en plus ici en Guyane, nous disent qu'il y a une énergie particulière dans le public. C'est pas, Carmen, c'est pas la première représentation que vous donnerez ici sur une scène guyanaise. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça, de sentir qu'il y a une approche différente finalement du public qui se déplace pour venir vous voir? Moi, je sens beaucoup de chaleur et je la ressens de façon probablement un peu particulière parce que c'est chez moi et que les gens me connaissent maintenant et que je sens beaucoup de soutien. Même dans la salle pendant que vous êtes en train de chanter. Il y a une énergie, une énergie propre à la Guyane. La Guyane étant une terre extrêmement puissante. Quand on arrive en Guyane, on fait une expérience singulière. Donc moi, je suis toujours très heureuse de vivre ces moments de musique, de scène, de masterclass, d'échanges, de rencontres impromptues dans des commerces ou dans la rue. Enfin. On vous arrête, on vous reconnaît quand vous vous déplacez ici en Guyane. Oui, on me demande « Ah, mais c'est vous la chanteuse ?» Oui, et puis la chanteuse, c'est une femme. Et oui. C'est une femme comme les autres, juste qui fait un métier qui a un peu plus de visibilité, mais d'une certaine façon, on a tous de la visibilité. Voilà, on passe un peu plus dans les médias, mais c'est sûr que je suis heureuse de pouvoir partager des moments impromptus et aussi furtifs qu'ils soient. Ils sont agréables et très enrichissant. Et on a été très heureux de vous recevoir, Marie-Laure Garnier, ce matin. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Je le rappelle donc, vendredi et samedi soir, 2 représentations de l'opéra Carmen qui seront données sur la scène de l'Ancre à Cayenne, dans une version d'ailleurs un petit peu plus courte. C'est bien ça, 2 heures? Oui. C'est bien ça? Tout à fait. Très bonne représentation. Merci à vous. À bientôt.